Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie DRH. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Estella, qui est SVP of Change Management and Communication chez Sodexo. Alors Sodexo, vous le connaissez peut-être ou pas d'ailleurs. Nathalie vous en dira plus. En tout cas, moi, ça me parlait parce qu'effectivement, j'étais dans le milieu de l'agroalimentaire avant. En tout cas, le sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, c'est le sujet de la transformation. Vaste sujet, me direz-vous. On en vit au quotidien, bien sûr dans notre vie personnelle, mais aussi beaucoup dans notre vie professionnelle, et ça rythme la vie d'une entreprise. Et alors, dans tout ça, quel est le rôle clé du DRH? On va en parler plus amplement avec Nathalie, mais avant ça, bonjour Nathalie, je te laisse te présenter. Merci Pauline, bonjour Pauline et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour parler d'un sujet qui me passionne, la place et le rôle clé du DRH dans la transformation. Pour moi, c'est absolument important de parler de ce sujet parce que les transformations ont lieu dans toutes les entreprises aujourd'hui et l'humain peut être le grand oublié du processus de transformation et est clé pour la réussite de la transformation. Donc le DRH a un rôle clé à jouer. Donc quelques mots peut-être sur Sodexo, qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Donc Sodexo est une entreprise qui a été créée en 1960 par Pierre Bellon, qui a bénéficié d'une croissance externe très très importante, puisqu'aujourd'hui nous opérons dans 45 pays, 430 000 salariés. Nous fournissons à la fois de la restauration collective, mais aussi d'autres prestations qui sont moins connues chez Sodexo, comme par exemple des restaurants 3 étoiles, des services chez le nôtre, par exemple, de food et de cocktails particulièrement élaborés, les bateaux parisiens. Donc, il y a à la fois de la restauration collective et puis une prestation plus haut de gamme, on va dire, dans l'offre de Sodexo. Et puis, nous produisons aussi des services de facility management. Peut-être quelques mots rapidement sur mon parcours. Je pense que j'ai fait à peu près tous les jobs possibles et imaginables dans la fonction RH, des plus opérationnels aux plus corporate. J'ai travaillé en cabinet de conseil, puis dans le secteur de l'énergie chez EDF, Gaz de France, jusqu'à accompagner la fusion GDF-Suez qui a produit Engie aujourd'hui. Donc là, j'ai absolument fait tous les jobs possibles et imaginables, en local, en corporate, avec les partenaires sociaux. Ensuite, j'ai eu envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale en tant que coach individuel et collectif pour accompagner des projets d'entreprise dans différents secteurs, l'industrie, le luxe, la grande distribution. Donc j'ai fait ça pendant 14 ans, ça m'a vraiment passionnée. Et ensuite, j'ai été approchée par Sodexo pour créer ce qui s'appelle Sodexo Academy. Sodexo Academy, c'est l'ombrelle formation groupe de Sodexo. Et Sodexo était un de mes clients pour lequel j'avais créé un parcours de leadership pour redresser le business après la crise Covid, qui s'appelle Leadership empathique et collaboratif, pour recréer au sein de l'entreprise du fonctionnement cross-silo, on va dire, et de l'empathisation vis-à-vis des collaborateurs. Et force est de constater que ça a sans doute contribué au redémarrage de l'activité. Voilà pour mon parcours rapidement. Donc aujourd'hui, je m'occupe de change management et communication autour d'un projet de mise en œuvre d'un nouveau système
enfin qui n'est pas nouveau dans l'absolu, mais qui est nouveau chez Sodexo, qui est SAP SuccessFactors, qui vise à rationaliser et améliorer le mode de fonctionnement du système RH partout dans le monde. Comme je l'ai dit, Sodexo croissance externe, donc autant de dispositifs qu'il y a eu d'entreprises rachetées. Et donc aujourd'hui, il s'agit pas simplement de standardiser, hein, mais vraiment d'améliorer ce mode de fonctionnement sur à la fois l'évaluation de la performance, la gestion des talents, le learning, enfin l'ensemble des modules, on va dire, classiques dans la fonction RH. Et alors, si on se plonge dans ton sujet, puisque maintenant tu es quand même la référente sur la partie conduite, du changement dans l'entreprise, c'est quoi la transformation? C'est quoi le changement? Comment on le définit, dans l'entreprise? C'est comment ça se représente, en fait? Alors le changement chez Sodexo, comme dans la plupart des entreprises, hein, le storytelling autour du changement et de la transformation se fait beaucoup autour de l'évolution technologique. Donc pour nous, c'est SAP SuccessFactors. Il peut y avoir d'autres entreprises dans lesquelles c'est l'introduction de l'IA dans certains processus. Donc là, quand on parle de transformation, on parle souvent de transformation technologique. Et c'est là que vraiment le rôle du DRH intervient. Puisqu'une transformation réussie, et c'est ce qu'on vise tous, c'est une combinatoire entre la technologie, des process et des humains. Puisque la plupart du temps, la transformation vient de l'introduction d'une nouvelle technologie qui va nécessiter de clarifier des processus. Si on prend l'exemple de SAP SuccessFactors, pour introduire SAP SuccessFactors, il faut bien décrire ce qu'on appelle les Targeting Operating Model RH, c'est-à-dire la description de toutes les activités RH qu'il y a dans SAP SuccessFactors, la distribution des rôles entre les RH, les managers, les employés, les différentes catégories RH, les HRBP, ceux qui s'occupent de l'administration, le DRH, afin de clarifier les rôles et responsabilités, qui est à l'initiative d'une activité, qui est-ce qui est le valideur de cette activité, qui est-ce qui y contribue, à quel moment. Donc cette description de processus est absolument clé. Et souvent, si je regarde, pas chez Sodexo, où tout a été fait parfaitement, je plaisante, mais dans la plupart des histoires de transformation, on introduit une technologie sans prendre en considération ces processus, ces process qui sont absolument clés. Et ensuite, il y a l'humain. L'humain, puisque la plupart du temps, même lorsqu'il s'agit de l'introduction d'une nouvelle technologie, elle va être utilisée par des humains, au moins partiellement. Même si, dans l'introduction de la technologie, il y a toujours l'idée d'une automatisation d'activités, automatiser tout ce qu'il est possible d'automatiser et garder, comme on le dit souvent, les activités à forte valeur ajoutée pour l'humain. Donc ça, c'est là que le rôle vraiment du DRH intervient, à mon avis, grandement. C'est-à-dire que le DRH est un peu le tenancier de comment j'associe les différentes parties prenantes dès l'amont de ce projet. Un projet de transformation, c'est souvent un projet top-down, hein. Il y a peu d'équipes qui demandent à se transformer, surtout quand ça marche pas trop mal. Donc c'est souvent un projet qui vient du siège, d'une direction, d'une fonction support. Mais le sujet, c'est comment on va faire en sorte que ce projet ne soit pas perçu comme étant un projet top-down, mais que ce soit un projet véritablement dans lequel on associe les parties prenantes destinataires de ce projet, les utilisateurs finaux, qui peuvent être les employés, les managers, les RH, dès le début du projet. Ça me paraît absolument clé. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. Depuis les années 70, grâce aux travaux de nombreux sociologues, on sait qu'on n'impose pas une transformation et un changement à qui que ce soit, qu'il faut associer les parties prenantes. Mais cette partie d'association des parties prenantes dès l'amont est souvent la partie oubliée de la transformation. La plupart du temps, on définit un projet, on le construit, il est rationnellement très très bien construit, et ensuite on dit comment on va faire pour que les gens se l'approprient et montent à bord. Ben non, en fait, ils ne montent pas à bord lorsque le train est lancé à 300 à l'heure. Il faut qu'il démarre à la gare de départ.
Sinon, ça va trop vite. Ils comprennent pas de quoi il s'agit, ça va vite. Ils voient pas le lien entre le projet et ce qu'ils font aujourd'hui. Et cela est encore plus vrai lorsque cette transformation va conduire à la suppression de certains jobs, mais ça, je pense qu'on y reviendra, tout à l'heure. Donc le DRH, pour moi, il est garant de la méthodologie à décliner absolument pour décrire les process, les targeting operating models, qu'est-ce qu'on vise avec cette introduction de technologie, et pour faire en sorte que les humains destinataires de ce projet soient associés dès l'amont et tout au long du projet de transformation. Toi qui as décliné, l'intégration de SAP, dans différents pays, c'est du coup, tu travailles pas mal dessus. Est-ce que tu serais d'accord pour nous expliquer concrètement, nous l'illustrer, comment ça s'est passé? Par exemple, dans un pays où tu l'as fait récemment pour, voilà, illustrer un petit peu ce train, qu'on a en gare et qui ensuite, avance avec ses collaborateurs. Ça concrètement, ça s'est traduit comment dans les actions, que vous avez menées auprès des managers et des collaborateurs? Oui, bien sûr, très important d'illustrer. Donc je vais prendre l'exemple de la Colombie. Donc la Colombie, on est en plein dedans, donc comme ça fait un exemple qui est extrêmement vivant et d'actualité pour moi. Donc la Colombie, n'est pas demandeuse au départ de l'intégration de, SAP SuccessFactors. Personne n'est contre. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va digitaliser des choses, optimiser des processus, tout le monde est pour. Mais quand on regarde comment ça va impacter des changements de pratique, de passer du tableau Excel à le suivi d'une procédure bien claire, dans laquelle il n'y a pas forcément de latitude ou de marge de manœuvre, là, ça commence à... Donc, comment avons-nous procédé? De manière assez classique, j'ai envie de dire, hein. Encore une fois, ce n'est pas des techniques révolutionnaires, mais pour moi, il y a des moments où il est important de revenir à des fondamentaux et pas forcément d'avoir des modes de travail complètement disruptifs, voilà, qui ne seraient pas connus. Donc, on a d'abord identifié les différentes cibles que nous avions. Donc, les employés, les managers, et dans la fonction HR, vraiment la description de la nature de la contribution des différents rôles. Puisque si je suis HR administrative ou HR BP ou DRH, je n'ai pas la même nature de contribution. On a organisé des workshops par cible pour regarder ce qu'on appelle de manière très classique, hein, la mesure d'impact de cette transformation pour eux, compte tenu de leur pratique actuelle. Donc, on a eu tout un temps d'écoute de leur pratique actuelle. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Quels sont les irritants qu'ils rencontrent? Les difficultés? Qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils puissent travailler de manière plus efficace? Pour que petit à petit naisse en eux la conscience de on travaille aujourd'hui avec des outils, je vais le dire comme ça, qui ne sont pas les meilleurs qui soient, voire même qui sont complètement obsolètes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons leur dire à quel point c'est pas, ils n'ont pas les bons modes de travail, mais c'est eux qui prennent conscience à l'occasion de ces workshops. Donc c'est une, une écoute de leur pratique et les aider à prendre de la distance par rapport à cette pratique pour pouvoir l'observer et se mettre eux-mêmes en dynamique de oui, là, il faudrait qu'on améliore ça, ça ou ça. Donc, on a fait tout ce temps d'écoute. Ensuite, on a rassemblé toutes ces informations sur la mesure d'impact de OK, aujourd'hui, vous avez ça. On leur renvoie l'image. Demain, grâce à l'introduction de l'outil, voilà ce que vous aurez. Et ensuite, on a retravaillé avec eux sur comment ça va impacter la distribution de ces fameux targeting operating models, des rôles et responsabilités sur l'ensemble des activités. Jusqu'à présent, c'était le RH qui faisait ça. Demain, ça va être le manager qui va avoir la main sur telle activité, etc., etc. Donc, on a fait tout ce travail avec eux. C'est un travail de maïeutique, en fait, d'accoucheur, de ne pas arriver avec une solution en leur disant voilà comment ça va se passer, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous sentez, mais vraiment partir de leur pratique. Et ça, de mon point de vue, ça change tout. Et pour moi, le DRH est garant de la prise en compte de la réalité du travail des gens
et non pas dans le rêve d'un projet de transformation tel qu'il pourrait être. Le sujet, c'est pas qu'est-ce qui pourrait être, c'est comment on passe de ce qu'on a à quelque chose qui soit meilleur. Et donc souvent, on saute l'étape de qu'est-ce qu'on a. Souvent, dans la conduite de changement, il y a des gens qui très rapidement vont être d'accord, qu'on va arriver à les embarquer, hein, c'est les moteurs. Puis à l'inverse, on a des gens qui sont très réticents, qui sont presque désengagés, qui ont peur, parce que comme tu le disais juste avant, l'humain est fait que de nature, il aime pas le changement, il aime sa zone de confort. Comment tu fais pour amener tout le monde dans ce projet? Et est-ce que c'est OK de laisser des gens «sur la touche» entre guillemets? Ou est-ce qu'on doit embarquer tout le monde? Et si on doit embarquer tout le monde, comment tu le fais? Alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a est-ce qu'on embarque tout le monde? Pas forcément, puisqu'il y a quand même une liberté individuelle des gens de dire, «Je fais le choix de ne pas embarquer». On sait qu'on a des effets boule de neige et que donc si on embarque, alors selon les études et les auteurs, c'est pas le même pourcentage, mais grosso modo, on peut dire 25 de la population, on va arriver à faire par effet d'entraînement, embarquer les autres. Ça, c'est pour le nombre de personnes. En revanche, il y a aussi qu'est-ce que disent ces personnes qui ne sont pas embarquées? Dans l'approche du change management, il ne s'agit pas de pousser les gens dans le train, pour reprendre l'image. Il s'agit d'écouter ce qu'ils ont à nous dire sur leurs difficultés, les raisons pour lesquelles ils sont contre, leur résistance, leur peur, comme étant autant d'énergie. Cette énergie qui retient, elle est potentiellement une énergie qui, si elle est lâchée, va accélérer le mouvement. Et donc, ce sont des signaux faibles, des choses qu'il faut écouter, à mon sens, en tout cas que nous écoutons beaucoup, que nous actons et que nous intégrons dans le processus d'accompagnement du changement en disant: «Vous avez un irritant ici, vous avez une crainte là». On peut prendre la crainte de: «Je vais perdre mon job». Ça, c'est une crainte très concrète dans les transformations. Aujourd'hui, on parle de GBS, de Global Business Services, d'offshoring, d'externalisation, de certaines activités ou bien du placement de ces activités dans des régions dans lesquelles la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc il peut y avoir une crainte dans la transformation légitime qui est, est-ce que cette transformation technologique, qui vise encore une fois à automatiser un certain nombre d'activités, ne va pas aboutir à, la, suppression d'emplois, y compris le mien? Puisque dans la transformation, il y a quand même l'idée de qu'est-ce qu'on transforme et en quoi cette transformation m'impacte moi, à qui on adresse la transformation. C'est là où la transformation est peut-être et sans doute complexe. Tant qu'on transforme pour augmenter, on est sur un projet, positif qui peut quand même générer des résistances et des peurs et des craintes. Mais quand on est sur un projet d'optimisation et donc de réduction, là, ça se complexifie. Et donc là, le DRH a encore une fois pour moi un rôle absolument clé à jouer sur la prise en compte de ces personnes à titre individuel et collectif sur qu'est-ce qu'on va leur proposer. Proposer en termes de redéploiement à l'interne, si c'est possible, en termes d'accompagnement de leurs projets pour qu'elles puissent maintenir leur niveau d'employabilité à l'externe, accompagnement au CV, à la clarification du projet professionnel, entraînement pour faire des entretiens de recrutement et puis des compensations financières. Si vous participez à la transformation de manière correcte, alors qu'est-ce que vous allez y gagner en fait? Ça, c'est une partie qui est, peu considérée, dans les transformations, au niveau macro de la transformation, mais qui est clé pour la réussite. Parce que si une transformation se fait sans que les personnes actuellement en poste et qui réalisent des activités, si elles ne passent pas le relais à d'autres personnes qui vont réaliser ces activités, même si elles sont, même si leur nombre est diminué par 2. S'il n'y a pas ce passage de relais, en fait, on perd tout le bénéfice des pratiques actuelles et le bien fondé, souvent très pragmatique, des gens sur le terrain. Donc le DRH, pour moi, il a ce rôle clé à accompagner dans la méthode. Il a un devoir de méthodologue
pour prendre en compte la réalité du travail, la réalité des personnes qui exercent ce travail aujourd'hui et à trouver des formes de compensation acceptables du point de vue des acteurs si cette transformation aboutit à la perte de leur emploi. Tu parles du rôle du DRH et moi, je me posais la question parce que tu parlais de plein de workshops. Est-ce que c'est le rôle du DRH d'être le facilitateur de ces workshops ou est-ce que c'est à d'autres personnes de le faire? Comment ça se passe en fait? Alors le DRH, il n'est pas forcément facilitateur des workshops, mais il a à garantir le fait que ces workshops auront bien lieu, que les process seront bien décrits. Donc il est un peu un chef d'orchestre finalement d'une transformation qui prenne en compte l'humain dès le démarrage et qui utilise des méthodes qui prennent en compte l'humain et qui clarifient les process. Donc il peut prendre la parole. Nous, par exemple, le DRH de la Colombie, on le fait parler dans les flash infos réguliers qu'on adresse à tous les collaborateurs de la Colombie. On a le DRH de la Colombie qui dit la transformation, c'est quoi? Mais c'est pas, on s'en fiche de SAP SuccessFactors, on n'en parle quasiment pas. On dit aujourd'hui, voilà comment ça marche, demain ça marchera comme ça et voilà ce que vous avez gagné. Mais au lieu que ça soit quelqu'un qui, depuis le siège, raconte l'histoire, c'est lui qui le dit parce qu'il est le DRH du pays. Et ça, c'est vraiment un point important aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a, c'est une approche, la fameuse approche locale. Oui, on a un projet global, mais c'est le local qui le porte. Parce que d'abord, on n'utilise pas les mêmes mots, parce qu'ils connaissent bien mieux que nous euh, la culture, les systèmes de représentation, les pratiques, et puis parce qu'ils sont connus. Quelqu'un qui vient du siège faire la messe sur un projet formidable, ça n'aura jamais le même impact. Donc, on fait jouer au DRH ce rôle dans la communication. Donc, il intervient dans les flash infos, il est cité. Ensuite, lors des webinars de formation de la fonction HR on forme des HR pour qu'eux-mêmes forment des employés et des managers. Il intervient dans le webinar, il fait l'introduction, la conclusion, il redonne la tonalité. Parce qu'en fait, une transformation, c'est une aventure humaine quand même. On peut pas, les organisations, elles ne se transforment pas, c'est pas hors sol. Donc il y a bien des hommes qui participent à cette aventure. Si on ne fait pas naître ce sentiment d'aventure humaine, alors il y a peu de transformation. Il y a des étapes de transformation, mais il n'y a pas la combinaison, la combinatoire de la transformation. J'ai 1000 questions à te poser sur le sujet. J'ai l'impression que je vais être intarissable, mais tu y réponds au fur et à mesure. Donc, merci Nathalie. Et Tu parles d'effectivement d'un projet global qui est mis dans différents pays. Donc là, en l'occurrence, l'exemple, c'était en Colombie. Est-ce que ce projet, donc SAP SuccessFactors, il peut varier, être ajusté de pays en pays, ou est-ce qu'en fait, à la fin, ça restera toujours le même projet copier-coller? alors, il y a des fondamentaux. SAP SuccessFactors, c'est SAP SuccessFactors, hein, c'est un système avec un workflow bien défini, et d'ailleurs qui est utilisé dans tout un tas d'entreprises. En revanche, ce qui va varier d'un pays à l'autre, ce sont les obligations réglementaires, les contraintes réglementaires, les spécificités de pratique s'il y en a qui sont absolument à prendre en compte. Donc, on a un système unique dont le niveau de customisation et d'adaptation n'est pas énorme en fonction des pays, mais il y a quand même cette place qui est laissée à l'adaptation à des contraintes qui sont spécifiques à chacun des pays et qu'il faut bien intégrer. Donc, au final, on n'aura pas le même standard rouge dans tous les pays. Il peut y avoir des déclinaisons dans le rouge, du rouge très sombre au rouge clair. Ça reste du rouge, mais ce ne sera pas exactement le même produit. Alors, peut-être tu pourrais demander, et quelle est la place de la spécificité culturelle là-dedans? La place de la spécificité culturelle, elle est pas très, très importante. Ce qui est plus spécifique, c'est vraiment la répartition des rôles entre les RH, les managers et les employés. Qui fait quoi à quel moment? Mais en revanche, Effectivement. on intègre bien leur culture
dès l'amont dans qu'est-ce qu'ils font de leur pratique, pourquoi ils ont fait comme ça, qu'est-ce que ça produit aujourd'hui, quels sont les avantages de leur pratique d'aujourd'hui, les manques qu'ils ont, les besoins qu'ils ont. Ouais, il y a de quoi ajuster, c'est clair. Et moi, je rebondis sur un autre sujet, qui n'est pas vraiment un autre sujet, mais je vais reprendre ton intitulé de poste, puisque tu es, Change Management and Communication. Et donc le sujet de la communication a été rattaché au sujet de la conduite du changement, chez Sodexo, en tout cas dans ton intitulé. Oui. La communication est clairement clé, dans un sujet de conduite du changement. Hem, pour toi, quels sont les grands moments phares de communication à avoir pour une transformation réussie? Je vais reprendre exactement ce que j'ai dit pour tout à l'heure sur l'embarquement des collaborateurs. Pour la communication, c'est la même chose, c'est-à-dire d'abord, il y a la communication, ça on le sait tous, grâce aux techniques, de change management bien connues, dans les grands groupes. Il y a déjà l'analyse de toutes les parties prenantes. On ne communique pas de la même manière aux sponsors, aux, partenaires clés et aux destinataires de cette transformation. Donc il y a vraiment déjà à définir la stratégie de communication et ensuite à avoir une communication extrêmement ciblée en contenu et en régularité en fonction des cibles. Exemple, si, je perds dans mon projet de transformation mon grand sponsor qui est la direction de la finance, parce qu'une transformation, ça coûte cher et donc il faut s'assurer qu'on aura bien le financement de cette transformation jusqu'à son terme et non pas, comme beaucoup de transformations, le démarrage, le lancement et ensuite, parce qu'on a lancé, on pense que c'est transformé. Non, la transformation, c'est quand on est arrivé et que les pratiques, elles ont évolué. Donc, par exemple, sur cet exemple de communication auprès de la direction de la finance, c'est vraiment la régularité des catch-up, des reporting, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça produit, est-ce qu'on va avoir un glissement, peut-être dans, les délais de livraison, de la transformation ou pas. Si on a des délais de livraison qui augmentent, alors on aura besoin d'un financement supplémentaire et cetera et cetera. Donc l'identification des cibles de communication, c'est ce que font les directions de la communication. 2, l'adaptation des messages et de la régularité en fonction des cibles et puis, la communication très régulière depuis le démarrage et tout au long du processus. C'est pas on fait le kick-off et puis ensuite ce kick-off a été tellement bien fait que, c'est bon. Non, ensuite il y a, l'animation des communautés, le vraiment dans la transformation, on a ce principe pédagogique de base, hein, qui est la répétition. En essayant d'éclairer un aspect nouveau, toujours vu de l'utilisateur et de laisser de la place à la partie question, réaction et à vérifier le niveau d'appropriation de l'information qu'on a passée. Parce que tout ça, les transformations encore une fois, souvent technologiques, sont des projets complexes. C'est pas facile à comprendre, en fait. Quand on est dans son activité journalière, on n'est pas, branché sur, l'introduction de l'IA, dans son activité et donc l'appropriation n'est pas évidente. Donc vérifier au fur et à mesure ce niveau d'appropriation, laisser de la place à la remontée d'informations et puis, répéter, répéter, répéter. Tu parles de timing qui sont longs quand même. Ça Oui. prend combien de temps, en moyenne, une implémentation de ce type? Alors, il y a la théorie et la pratique, mais qui peuvent se rejoindre là. Entre la phase de démarrage, de design, d'association des différentes parties prenantes. Si on parle d'une transformation aboutie, c'est-à-dire implémentée, utilisée et améliorée, la boucle d'amélioration continue. Le premier G est rarement le G, abouti. Donc on a toujours une période de, d'hypercare, à la fin de l'implémentation où on va regarder sur le plan des outils, sur le plan des process, sur le plan des humains, qu'est-ce qui se passe. Un temps de retour d'expérience, un tour d'amélioration continue.
Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait minimum 1 an, entre 1 an et 18 mois, on va dire. Donc ça prend du temps. Et ce temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est de la mobilisation d'équipes sur le terrain qui, pendant qu'ils participent à la transformation, ne sont pas en train de produire les objets, enfin, sont moins dédiés à leurs objectifs quotidiens. Donc ça, c'est un point important aussi pour un DRH, je pense. Le fait d'être au clair et de porter auprès de son COMEX, COMEX étant entendu le CEO, les patrons de région, mais aussi le directeur financier, hein, encore une fois, j'y reviens, parce que quand même, à un moment donné, tout ça, c'est la transformation, ça vise souvent à optimiser et réduire des coûts. Le DRH, il doit vraiment porter cette idée que la transformation, c'est pas un saut de Tarzan. On ne fait pas d'une liane à une autre par un bond. C'est parfaitement décrit dans la courbe du deuil. Un creux, un creux de productivité, un creux de motivation, un creux de mobilisation des équipes. Parce que dans chaque processus de transformation, de manière basique, le temps que je passe à la transfo, ce n'est pas du temps productif pour mes objectifs aujourd'hui, mais c'est aussi les doutes, la peur de ne pas y arriver, la complexité du projet. SAP SuccessFactors, ça veut dire rassembler les datas qu'on a aujourd'hui, les rationaliser, les migrer dans un autre système. Tout ça, il y a tout un tas de pièges tout au long du processus qui font que ce n'est pas un projet facile. Et donc, on va passer par le doute, la crainte, finalement, c'était mieux avant. Et puis, au final, quand je suis dans un processus de transformation sur le terrain, je suis moi-même en train de me transformer. Je sais ce que j'ai quitté, mais je ne sais pas encore là où on va aboutir. Au final, comment ça va se passer? Comment ça va s'interfacer avec les managers? Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils sont censés faire? Est-ce qu'ils vont vraiment m'envoyer cliquer sur le bouton sur lequel ils doivent cliquer au bon moment? C'est pas sûr. Donc il y a des doutes, des peurs, des craintes et puis le fait que c'est un gros projet complexe. Toute transformation est un projet complexe dans lequel, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé, pour moi le DRH, il est encore une fois chef d'orchestre entre la partie de la gestion de projet et la partie change management. Parce que les 2 doivent marcher comme ça et c'est pas si facile. Parce que la gestion de projet s'occupe beaucoup de la partie méthodologique, suivi des étapes, et la partie change, plus de l'humain, on va dire. Mais à un moment donné, il faut que les 2 soient vraiment bien raccords. Donc pour moi, le DRH, il a ce rôle de chef d'orchestre et d'être porteur du fait que dans la transformation, pour qu'elle soit réussie, on ne va pas avoir que des étapes positives. Merci Nathalie pour cet éclairage. Et du coup, on en arrive déjà à la fin de cet échange. Je suis frustrée parce que j'avais plein d'autres questions, mais très rapidement peut-être en petite réponse, Nathalie. Là, on a pas mal parlé d'SAP comme projet de transformation pour illustrer un peu tes propos. Néanmoins, la transformation et tout ce que tu as décrit là, ça s'applique à énormément de Oui, sujets bien différents. oui. Est-ce que tu aurais quelques grands exemples de thématiques qui sont applicables à ce genre d'étapes de conduite du changement finalement? Moi, j'ai envie de dire tout projet de transformation. Dans la mesure où tu introduis une transformation qui part de la technologie, et aujourd'hui, tous les projets de transformation dans les entreprises partent de là. Qu'il s'agisse de RH, de finance, de supply chain, tous les projets visent à automatiser des activités, fluidifier des workflows. Donc, on est toujours sur des transformations de même nature. Donc, j'ai envie de dire tout projet de transformation. Est-ce que ça s'appliquerait par exemple à un changement d'organisation avec un changement d'organigramme où il n'y a pas du tout la technologie dedans et pour autant, tu vois, tu as des grands mouvements qui vont secouer un peu tout le monde? Oui, parce que s'il y a changement d'organigramme, il y a changement de gouvernance. Donc, il y a une nouvelle répartition des relais activités. On retombe sur mon targeting operating model. Quelles sont les activités, la distribution des rôles et les interdépendances entre les rôles. Donc, exactement la même chose. Si on a un changement d'organigramme, j'ai envie de dire, ça se fait de manière un peu différente puisque là, le changement, il va s'appliquer à des personnes sur la base d'une organisation qui est souvent prédéfinie
Mais il va falloir suivre exactement les mêmes étapes imaginons que moi je sois sortie de l'organigramme, à l'occasion de l'évolution de l'organigramme. Il est nécessaire de venir me questionner sur qu'est-ce que je faisais, comment ça se passait, avec qui j'étais en interaction, et cetera. Et puis, la même étape quel est le projet pour moi? Qu'est-ce que je retrouve comme nouveau job? Comment je retrouve une place dans le système? Laquelle? Et comment on m'accompagne pour, retrouver une place? Donc j'ai envie de dire que l'association des parties prenantes, la prise en compte de ce qu'ils font aujourd'hui et l'accompagnement pour qu'ils retrouvent sens et place dans l'organisation, si possible, ou qu'ils soient accompagnés pour en sortir, ça me paraît applicable à tout projet de transformation. Merci. Et alors pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet de la transformation et des étapes, de la conduite du changement, moi je vous recommande 2 points. Donc le premier, c'est les 8 étapes de John Kotter qui expliquent un petit peu, les différentes étapes clés à passer pour une transformation réussie. Et le deuxième outil que j'aimerais partager, et c'est en t'écoutant Nathalie que j'y ai pensé, c'est la matrice RACI. Je ne sais pas si vous la connaissez pour ceux qui nous écoutent. Donc c'est vraiment donner des rôles à chacun, soit d'être, responsable, soit d'être juste informé. Nous, on l'utilisait beaucoup chez Nestlé quand j'y travaillais et c'est aussi un bel outil, pour, bah, voilà, pouvoir un peu processer, ranger dans des cases et donc être un peu plus clair dans l'avancement d'un projet. On en arrive déjà au terme de cet échange, mais Nathalie, j'aimerais quand même te poser cette dernière question que je pose à tous les DRH. Quels conseils aimerais-tu donner aux DRH et RH qui nous écoutent aujourd'hui? C'est un peu délicat de donner un conseil, j'ai envie de dire, de partager ce que je m'applique à moi-même, comment j'essaye de continuer à me transformer en permanence pour aller avec le flow de toute façon de la des transformations inéluctables. Aujourd'hui, les organisations, elles doivent bouger, s'adapter à des environnements hyper concurrentiels, mondialisés, donc on ne peut pas rester avec les organisations telles qu'elles étaient. Mais pour aller avec le flow de ça, il faut soi-même être en tout cas, c'est ce que j'essaye de m'appliquer, dans un flow de transformation permanente. Donc, je me forme, j'interagis avec des gens et très différents de moi et qui viennent challenger mes convictions. Pour autant, j'ai des convictions, j'espère l'avoir montré bien ancrées et garder ces convictions me paraît vraiment important pour être en capacité de transformer. Donc, il faut à la fois avoir une colonne vertébrale très solide en termes de convictions, de valeurs, et en même temps être capable de faire en sorte que cette colonne vertébrale, elle puisse aller avec un flot de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Voilà, donc c'est exigeant et ça nécessite d'avoir une approche rationnelle, mentale, mais aussi physique. Donc en ce qui me concerne, je pratique beaucoup différentes formes de yoga et honnêtement, je crois que ça m'aide à rester dans le flow. Merci pour tous ces bons conseils, Nathalie, et merci pour le temps que tu nous as accordé sur cet épisode aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écoutent, eh ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma vie de DRH. Et surtout, merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange aujourd'hui. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.